cette conférence est l'étude des polymorphismes HLA-E et MICA dans le cancer du nasopharynx. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le nasopharynx? Donc c'est un organe profond qui se situe à la base du crâne et derrière la cavité nasale. Il a pour rôle il joue un rôle à la fois dans la respiration, la phonation et la défense immunitaire. Par la suite, il peut y avoir que les cellules épithéliales se développent de manière non normale, donc il va y avoir un phénomène de carcinogénèse au niveau des cellules épithéliales du nasopharynx, faisant donc le développement, le cancer du nasopharynx. Alors, ce cancer a une particularité, il a une répartition géographique qui est très particulière, on va dire, puisqu'il est rare dans la plupart des régions du monde. Par contre, il est très rare, c'est-à-dire avec une incidence de 2 cas pour 100 000 habitants. Et il est très fréquent dans les régions du sud-est de l'Asie, de la Chine, et assez fréquent, on va dire avec une incidence intermédiaire, en Afrique du Nord. On a remarqué que cette répartition géographique particulière était associée à différents facteurs, notamment à des facteurs environnementaux et des habitudes ethniques, comme la consommation des salaisons, à savoir, par exemple en Tunisie, donc, tout ce qui est hrissa, merguez, etc., donc nos habitudes alimentaires particulières, et en Asie, c'est tout ce qui est poisson salé. Et de plus, il y a évidemment des prédispositions génétiques, donc que ce soit familiales ou sporadiques, avec plusieurs régions qui ont été mises en évidence, notamment au niveau du chromosome 3. Et on a remarqué que donc, cette répartition était également liée à la répartition singulière des souches EBV, parce que ce nasopharynx est étroitement lié à l'infection EBV, l'Epstein-Barr virus. Et donc, ces souches, on a remarqué qu'il y avait plusieurs souches EBV qui faisaient que cette répartition était singulière. Donc, le nasopharynx, au niveau du cancer du nasopharynx, nous avons des cellules tumorales, une infection virale. Donc, ces deux facteurs font qu'il y a une infiltration leucocytaire très importante, essentiellement aussi une infiltration des cellules NK et des lymphocytes T, donc qui crée un micro-environnement complexe et assez important. Donc, finalement, on est face à une activité, on est censé être face à une activité antitumorale idéale et en faveur d'une immunothérapie. Simplement, comme tous les cancers, le nasopharynx n'échappe pas au phénomène d'editing, donc immunoediting. À savoir que lorsqu'il y a un cancer, donc on va passer, les cellules cancéreuses vont passer par trois phases. Une phase d'élimination, donc par les cellules NK, CTL, etc. Ensuite, il va y avoir un équilibre qui va se créer entre phase d'élimination et persistance des cellules tumorales pour aller vers un échappement tumoral. Et cet échappement tumoral est dû à différents facteurs, entre autres les cellules HLA qui jouent un rôle assez important. Alors, parmi les cellules HLA qui jouent un rôle, les molécules HLA qui jouent un rôle important, on s'est intéressé à 2 molécules particulières qui sont des molécules HLA de classe 1 mais non classiques, la molécule MICA et la molécule HLA-E. Alors, tout d'abord, la molécule MICA, qu'est-ce que la molécule MICA? Alors, c'est une molécule qui fait partie donc, des HLA de classe 1 non classique. Elle est située, bien sûr, au niveau du chromosome 6, proche du HLA de classe B. Alors, sur le plan structural, le gène comprend les 6 exons caractéristiques des molécules HLA. Et sur le plan structural,
Donc, cette molécule ne se rattache pas à la bêta-2 microglobuline comme les autres protéines HLA classiques et donc ne présente pas de peptides. Sur le plan expression, elle est exprimée dans certains types de cellules, elle ne s'exprime pas partout, mais elle est surtout induite suite à un stress, une infection virale ou une infection pathogène quelconque, ou maligne, bien sûr. Donc, la caractéristique de MICA, c'est qu'il va s'associer, c'est un ligand pour le récepteur NKG2D qui se trouve au niveau des cellules NK et de certains lymphocytes T, notamment les LT-CD8. Alors, c'est un gène, le gène MICA est un gène très polymorphe. Il a été décrit plus de 390 SNP. Il présente plus de 150 allèles et 80 protéines différentes. Mais le polymorphisme le plus étudié et le plus intéressant, c'est un dimorphisme au niveau de la région 129, donc qui fait qu'il il va donner deux molécules, deux formes différentes des protéines K, la protéine qui porte l'allèle MET129 et la protéine qui porte MET129 val, pardon. Pourquoi? Parce que ces deux isoformes vont présenter donc une transcription différente. Donc, les protéines MICA qui présentent l'allèle MET129 vont avoir une transcription plus élevée. Elles vont s'exprimer plus facilement au niveau de la surface cellulaire. Elles présentent une plus grande affinité pour le gène 2D. Et aussi, elles sont plus susceptibles comment dire, il va y avoir une différence au niveau de la protéolyse des MICA pour former les MICA solubles. Et toutes ces différences vont faire aussi qu'il va y avoir une différence au niveau de la fonction cytotoxique au niveau des cellules NK. Le deuxième gène qui a suscité notre intérêt, c'était le gène de la molécule HLA-E. Donc là aussi, c'est un gène de classe 1 non classique, de HLA non classique. Alors, ce gène, cette molécule HLA-E est exprimée à peu près dans toutes les cellules nucléées, donc elle a une expression très large. Par contre, son expression à la surface est beaucoup plus restreinte et notamment, donc, elle a été rencontrée au niveau de l'endothélium, des cellules de trophoblastes et des leucocytes. Alors, l'expression de HLA-E est également surrégulée par certains pathogènes et notamment les virus, dont le BV, et les cellules cancéreuses. Donc, sur le plan moléculaire, HLA-E présente, donc, comme les autres molécules HLA, il est rattaché à la bêta-2 microglobuline. Pardon. Donc, HLA-E présente un double rôle au niveau de l'immunité antitumorale, de manière générale, vu qu'il participe non seulement à la réponse innée via le récepteur, notamment CD94-NKG2A, qui est présent au niveau des cellules NK, mais également à l'immunité acquise, vu qu'il est capable de présenter certains peptides viraux. Et pour l'immunité innée, il participe également en présentant certaines séquences signales dérivées des peptides des molécules HLA classiques. Donc, contrairement à MICA, HLA-E ne possède pas un polymorphisme aussi élevé, même s'il a été décrit 27 allèles. Mais dans ces 27 allèles, plusieurs allèles sont remis en question. À chaque fois, il y a des mises à jour au niveau de la nomenclature. La plupart de ces allèles sont non codants ou ne présentent pas de protéines fonctionnelles. Donc, parmi les allèles les plus importants, deux allèles jouent un rôle réellement fonctionnel. Il s'agit de HLA-E 101, 01.01 et HLA-E 103. Alors, ces deux allèles, en fait,
se différencie par une mutation au niveau du codon 107 qui donne naissance soit à une arginine, soit à une glycine. Et les deux HLAE, à ce moment-là, vont avoir des différences au niveau de l'expression, de leur affinité peptidique et de la variation des peptides présentés. Alors, finalement, si on prend les deux molécules, on peut dire que HLAE-MICA joue un rôle antagoniste, vu que MICA va activer les cellules NK via le récepteur C294 NKG2D, via le récepteur NKG2D des cellules NK, alors que HLAE va plutôt l'inhiber via le récepteur CD94 NKG2A. HLAE est capable aussi d'activer les cellules NK via le récepteur CD94 NKG2C, mais de manière beaucoup moins importante que le rôle activateur. Donc, c'est inhibiteur, pardon. C'est pour ça qu'on considère que MICA est un activateur des cellules NK et HLAE est un inhibiteur des cellules NK. Donc là, on va entrer dans le vif du sujet avec notre étude. Alors, pour commencer, donc, on a voulu donc, voir le rôle de ces polymorphismes, donc à savoir MICA 129 et les allèles HLAE, dans quel rôle vont-ils jouer dans le cancer du nasopharynx. Alors, au départ, nous avons recruté 250 patients et nous avions génotypé. Le problème, c'est que sur les 250 patients qui ont été recrutés, seuls 130 patients, nous disposions donc des données médicales, donc des dossiers médicaux, uniquement de 130 patients. Donc, on est resté sur ce chiffre-là. Par la suite, donc c'était une étude cas témoins, donc il nous fallait recruter des témoins. Or, le nasopharynx est caractérisé par un sexe ratio de 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 hommes touchés pour une femme atteinte. Or, lorsque nous avons recruté les témoins, il y avait plus de volontaires femmes que d'hommes, ce qui est généralement, souvent le cas. Donc, ce qu'on a fait, c'est que par la suite, nous avons refait tous les calculs en tenant compte, donc en appariant à la population, donc en tenant compte de ce biais de recrutement, entre guillemets, par rapport au sexe ratio. Donc c'est pour ça que dans ce tableau, vous avez donc la moyenne d'âge des patients et des témoins pour l'ensemble de la population recrutée. Et par la suite, dans les deux colonnes du bas, vous avez la même chose, mais pour la population apparue. Ceci étant dit, nous avons remarqué chez les patients un profil d'âge qui est particulier à la population nord-africaine. On retrouve ce profil uniquement dans la population nord-africaine et absolument pas en Asie, par exemple. Il y a un premier pic d'âge d'apparition vers 20 ans. Le deuxième pic se situe à 50 ans. Alors, sur le plan technique, nous avons utilisé une technique très complexe, à savoir une PCR-FLP. Donc, pour le génotypage, je rigole évidemment, pour le génotypage MICA 129, donc, il a consisté tout d'abord par une nested PCR, donc une PCR nichée. Nous avons fait une première amplification, à peu près de tout le gène, puis une seconde amplification qui a visé l'exon 3, suivie par une digestion enzymatique par l'enzyme RSA. Pour le génotypage des allèles HLAE, alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu voir, on s'est concentré sur l'existence de 6 allèles, c'est-à-dire le 101, 102, 103.1, 103.2, 103.3 et 104. Alors, vous avez dans ce tableau donc les allèles qui ont été visés et les mutations qui les différencient. Alors, les mutations concernaient donc l'exon 2 et l'exon 3. Donc, les deux allèles fonctionnels sont
se différencie par le codon 107 au niveau de l'exon 3, qui va donner donc soit le 101 si on est en présence d'une arginine, soit le 103 si on est en présence d'une glycine. Donc, pour mettre en évidence ces différents allèles, nous avons là aussi effectué une série d'amplifications suivies par plusieurs digestions enzymatiques. Et ces amplifications suivies de ces digestions enzymatiques nous ont permis de distinguer les 6 allèles. Donc ça, c'était sur le plan moléculaire, l'étude moléculaire. Maintenant, on va commencer par la présentation donc, des signes caractéristiques au moment du diagnostic, c'est-à-dire les raisons de consultation des malades. Donc, on a remarqué que les patients, en fait, consultaient essentiellement lors de présence d'adénopathie, suivie de obstruction nasale, suivie de céphalée. D'autre part, on a remarqué que si on s'est intéressé donc, au délai de consultation par rapport à l'âge des patients. Et on a remarqué que les patients les plus jeunes, donc une moyenne de 38 ans, consultaient dans les 6 mois. Donc, dès l'apparition des premiers symptômes, ou dès qu'ils avaient un doute, ils consultaient. Alors que des patients plus âgés, moyenne de 54 ans, consultaient au-delà de 6 mois et des fois plusieurs années. Généralement, chez les patients les plus âgés, c'est vraiment la présence d'adénopathie d'une grosseur et qui, justement, en train de grossir avec le temps, qui font que ces personnes vont consulter, qui poussent ces personnes à consulter. Pardon. Donc, question clinique, biologique. Donc, la plupart des patients, qu'ils soient jeunes ou âgés, consultent à un stade où la tumeur est déjà avancée, un stade T3, T4, avec présence de ganglions lymphatiques. Et donc, finalement, ils se retrouvent avec un stade tumoral déjà assez avancé, vu que c'est un stade 4 pour la plupart. Alors, vu, bien sûr, ce stade tumoral assez avancé, on a remarqué que 50% des patients faisaient une rechute à 6 mois. Donc, dès 6 mois, il y a 50% des patients qui rechutent. Alors, nous nous sommes intéressés donc à la survie de ces patients à 10-15 ans, selon le suivi qui était possible. Donc, on a remarqué que la majorité des patients, enfin 60% des patients avaient une survie à 10 ans de près de 60%, et que les patients les plus âgés, les plus jeunes, avaient une meilleure survie à 10 ans, qui est de 80%, contre 40%, donc soit la moitié, pour les patients plus âgés. Alors, concernant le génotypage du polymorphisme HLA-E dans le cancer du nasopharynx, donc chez les patients et les témoins. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Tout d'abord, on a mis en évidence uniquement 4 allèles. Donc, je vous avais dit qu'on avait ciblé 6 allèles. Or, l'allèle 102 n'a pas été retrouvé dans notre population, l'allèle 104 non plus. Et d'ailleurs, certaines études disent qu'il s'agit d'un interfact, que cet allèle n'existe pas, parce qu'il a été, je pense, rencontré que dans une seule étude. Donc, nous avons identifié donc l'allèle 101, 103.1, 103.2 et 103.3. Et donc, parmi ces allèles, donc 2 allèles fonctionnels, à savoir le 101 et le 103 de manière générale, c'est-à-dire l'HLA-E arginine et l'HLA-E glycine. Alors, sur le plan pourcentage, on a remarqué que la fréquence des allèles 101 était plus importante que la fréquence des allèles 103 dans notre population, que ce soit chez les contrôles ou les patients. Pour le polymorphisme MICA, donc là aussi, il y a une égalité, nous avons rencontré bien sûr les 2 allèles, et que c'est l'allèle VAL qui est plus fréquemment rencontré. Alors,
lorsqu'on a voulu étudier donc, la différence de répartition de ces polymorphismes entre patients et témoins, la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de différence dans la répartition allélique des variants fonctionnels de HLA-E, c'est-à-dire HLA-E glycine et HLA-E arginine, entre les deux populations. Contrairement donc aux études qui parlent de la première chose qu'ils remarquent, c'est qu'il y a une différence de répartition entre ces deux allèles. Donc ça n'a pas été le cas pour nous. Par contre, nous avons remarqué une différence de répartition dans le sous-type, on va dire, des variants 103. Et qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que les variants 103.1 et 103.2 caractérisent plus les patients, donc avec un OR, donc un risque de 1,6 et 1,8, alors que l'allèle 103 caractérisait plus les témoins avec une protection, donc un OR de 0,2. Pour la distribution donc, du polymorphisme MICA-MET129, MICA-MET129-VAL, on a remarqué que c'était l'allèle MET qui donnait plus de protection, alors que l'allèle VAL semblait à risque. Alors, nous avons fait la même étude, comme je vous ai dit, dans la sous-population en fonction de l'âge et du sexe. Et là, nous avons remarqué que ce réglage, on va dire, a confirmé les résultats. Donc, le 103.1 et le 103.2 sont toujours des allèles à risque, avec un odds ratio qui est plus important, et l'allèle 103 reste protecteur, là aussi avec une protection plus importante par rapport à tout à l'heure. De même, l'allèle MET reste protecteur, alors que l'allèle VAL reste à risque. Par la courbe de survie, nous avons estimé l'âge d'installation du cancer du nasopharynx, c'est-à-dire qu'on a pris la population générale, patient plus témoin, et on s'est dit à quel âge un cancer devrait apparaître dans cette population en fonction des polymorphismes HLA-E et MICA. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que les individus qui présentaient l'allèle 103 présentaient voilà. Chose qui va pas. Donc, lorsque l'allèle 103 est présent, donc l'âge est de 54 ans, donc l'âge est plus important que lorsqu'il est absent, où l'âge est de 58 ans. Voilà. Donc, finalement, il retarde, non, il ne retarde pas en fait. Là, je me suis trompée, pardon. En fait, en présence de l'allèle 103, j'ai interverti les chiffres. L'allèle 103 retarde. Donc, c'est 58 en présence de l'allèle 103 et 54 en absence de l'allèle 103. De même, pour l'allèle VAL, on a remarqué lorsque le VAL est absent, le CNP, donc le nasopharynx, a lieu plus tardivement que lorsque le VAL est présent. La même chose de la médiane. Donc la conclusion, c'est que l'allèle 103, il faut intervertir les chiffres, retarde l'apparition du nasopharynx, alors que l'allèle VAL, il fait apparaître le nasopharynx plus tôt. Donc, nous nous sommes intéressés aux différents polymorphismes par rapport au stade, enfin, aux données histologiques de l'NPC. Nous n'avons pas trouvé de relation, d'association quelconque, donc tous les tests étaient non significatifs. La seule chose que nous avons notée, c'est que les individus qui présentent l'allèle VAL présentent un âge de diagnostic plus tardif. Bon, et sur le plan clinique, il n'y a aucune explication. Je pense que c'est un hasard parce que
l'âge diagnostic est quelque chose de subjectif, parce qu'on peut, tout dépend à quel âge on, c'est pas quelque chose qui est, comment dire, cliniquement prouvé, quoi. Donc, par la suite, nous avons vu les différents types donc les courbes de survie. Nous avons étudié les courbes de survie, là aussi en fonction des différents génotypes. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué qu'en présence de l'allèle 103.1, la survie chutait brusquement à 10 ans pour passer de 65% à 4%. Pour les autres allèles, HLA-E, à savoir 101, 103.2 et 103.3, nous n'avons pas trouvé de différence significative dans les courbes de survie. Concernant le polymorphisme MICA 129, donc, on a remarqué que la présence de l'homozygosie valval, donc les individus qui étaient génotypés valval, homozygotes, présentaient une chute de survie à 10 ans qui passe de 70% à 40%, alors que les individus qui sont hétérozygotes MEDVAL présentent une meilleure survie à 10 ans. C'est vraiment la survie inverse, en fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on s'est intéressé à quoi? On s'est intéressé aux associations alléliques. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que les deux allèles vont ségréger différemment, les allèles HLA-E et MICA, ou est-ce qu'il y a une association entre les allèles MICA et les allèles HLA-E? Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué en fait que à chaque fois qu'on avait l'allèle MET de MICA, de même, quand on avait l'allèle VAL présent, c'est l'allèle 101 qui est associé. Et si Ça m'a fait arrêter. Je pense qu'il y a un problème. oui. OK. C'est bon là? Oui, allez-y. D'accord. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on a vu? On a voulu voir le risque donc, du CMP par rapport à tous les haplotypes présents, haplotypes HLA-E MICA 129. Et on a fait une évaluation du risque, donc du plus bas risque vers le plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on a noté? On a noté que les individus donc, qui présentaient l'haplotype 103.3 MET 129 avaient un effet le plus protecteur, suivi de l'haplotype 103.3 VAL 129, suivi de l'haplotype 101 MET 129, donc avec des OR respectifs de 0,28, 0,34 et 0,63. Par contre, les individus qui présentent l'haplotype 103.1 VAL 129 et 103.2 ou 103.2 VAL 129 présentent un risque beaucoup plus important, présentent un risque d'avoir le cancer du nasopharynx, Par la suite, ils ont également vu donc, ces haplotypes en fonction de l'âge estimé de survenue du cancer du nasopharynx. Et on a remarqué que les haplotypes protecteurs retardent l'apparition du nasopharynx, tels que les haplotypes 103.3 MET 129 ou 133 VAL 129. Et les haplotypes à risque vont faire apparaître le nasopharynx plus tôt, tels que le VAL 129 103.1 ou le VAL 129 103.2. Alors, les haplotypes 101 avec MET 129 présent ou absent n'ont aucun effet sur l'âge de survenue du cancer du nasopharynx. Donc,
quelle est la conclusion de tout ça? Bon, le nasopharynx, finalement, c'est une maladie virale et immunogénétique. Donc, l'implication des molécules HLAE et les molécules HLA de manière classique ont été largement étudiées. Donc, on sait très bien que plusieurs études ont montré l'implication des HLA A, B, C dans l'apparition du cancer du nasopharynx. Et en Tunisie, certains allèles ont été bien mis en évidence quant à le risque d'apparition du nasopharynx, notamment pour les allèles DRB1, DQB1, HLA-B et HLA. Ah, pardon. Alors, concernant les molécules HLA-E et MICA, alors, leur surexpression a été prouvée dans plusieurs cancers et ils jouent un rôle d'une arme à double tranchant puisqu'ils vont activer les cellules NK d'une part pour donc favoriser l'immunité antitumorale. Ils vont l'inhiber également, notamment via HLA-E. Et cette arme à double tranchant, elle est essentiellement donc, favorisée par le fait qu'il y a une lyse protéique des MICA avec apparition des MICA solubles. Ces MICA solubles vont engendrer une sous-régulation du récepteur NKG2D sur les cellules NK qui vont compromettre donc la réponse immune médiée par ces cellules NK. Et de même, les HLA-E vont également, solubles vont également diminuer la lise des cellules NK. Donc, concernant notre étude, donc, on a voulu voir donc, le polymorphisme HLA-E dans le cancer du nasopharynx. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les deux variants fonctionnels n'avaient aucun effet en fait dans l'affinité de NKG2A. Donc, l'affinité reste la même et il n'y a pas d'association par rapport au risque d'apparition du cancer. Par contre, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a trouvé une association avec les allèles silencieux, les variants donc silencieux de l'allèle 103. Alors, quelle est la différence entre ces variants silencieux? Alors, pour rappel, donc les variants 103.1 et 103.2, donc ils sont caractérisés par des mutations au niveau du codon 77 de l'exon 2 et 107 de l'exon 3. Et ces deux variations font que, donc, au niveau du codon 77, elles touchent l'affinité peptidique et la fixation CD94, et la mutation 107 touche l'interaction au niveau de l'NKG2A, du récepteur NKG2A. Pour le variant 103.3, il y a une mutation en plus au niveau du codon 150 de l'exon 3 qui, là aussi, affecte l'interaction à l'NKG2A. Donc, le fait que ces variants silencieux aient des rôles différents dans le risque au cancer du nasopharynx nous pousse à croire que, en fait, au niveau donc, de l'affinité de NKG2A, le fait qu'il y ait la double mutation 107 et 150 pousserait peut-être à ce que l'affinité à ce récepteur soit diminuée. Et ce qui favoriserait donc, s'il y a moins d'affinité pour les cellules NK, donc il va y avoir une protection. Donc, pour le variant 103.3, donc le fait qu'il y ait en plus la variation 150, pardon, donc, il va y avoir une diminution de l'affinité au facteur NKG2A. Donc, le fait qu'il y ait cette diminution, les cellules NK ne vont plus être inhibées. Donc, ce variant va jouer un rôle protecteur et un bon pronostic. Par contre, pour les variants 103.1 et 103.2, alors l'affinité semble stable.
Donc, les NK restent inhibés et ce qui va favoriser donc un risque par rapport au cancer du nasopharynx et en plus un échappement tumoral puisque les NK sont inhibés et d'autant plus qu'il a été prouvé que les HLA-E solubles augmentaient en fonction donc des variants où le NK est plus inhibé. Concernant les polymorphismes, le polymorphisme de la molécule MICA au niveau du codon 129, qu'est-ce qu'on a remarqué donc? Juste Oui. encore 5 minutes. 5 minutes left. Oui. Donc, je vais aller plus rapidement. Donc là, ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le variant MET était protecteur. Donc, ce variant MET, en fait, il a une bonne affinité pour l'NKG2D, donc activation de NK, bon pronostic. Le variant VAL, mauvaise, une affinité moins bonne. Et ce variant VAL, en plus, est associé à une augmentation des MICA solubles qui va engendrer donc la baisse de l'affinité au récepteur NKG2D et donc l'inhibition des NK. Donc, je vais conclure rapidement. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est que ces polymorphismes qui semblent anodins vont jouer quand même un rôle au niveau des risques du nasopharynx et que on a remarqué que il y a une association, donc il ne se faisait pas au hasard entre les molécules, les allèles HLA-E et les allèles MICA. Donc, on peut supposer qu'il y a un déséquilibre de liaison entre ces deux gènes. Le meilleur, qui a un effet cumulatif des associations en plus alléliques, avec la meilleure protection pour le nasopharynx face à l'haplotype 103.3 MET. De même, le risque est augmenté face à l'haplotype 103.1 VAL et 103.2 VAL, mais qu'il y avait comme s'il y avait un rapport de force entre ces deux molécules où les allèles HLA-E ont plus d'impact que les allèles MICA, puisqu'on a remarqué que l'allèle 103.3 reste protecteur, que ce soit en présence de MET ou de VAL. Donc, on s'est intéressé à ces deux molécules qui jouent donc un rôle antagoniste par rapport à la réponse antitumorale. Alors, on a remarqué que les variants silencieux de HLA-E, c'était eux qui étaient responsables de ce risque, que je reprends que l'allèle MET reste protecteur, le déséquilibre de liaison entre les deux gènes. Alors, d'une manière générale, le nasopharynx, c'est un cancer qui est complexe par son diagnostic, vu que c'est un organe profond avec des signes évocateurs qui sont avec un diagnostic différentiel qui est très difficile. Alors, la survie à 5 ans, elle est assez bonne, elle est de 60%, mais malgré ça, il y a des rechutes fréquentes. Beaucoup de gènes sont impliqués, beaucoup d'associations alléliques et beaucoup de polymorphismes. Et ce qui rend encore plus complexe, ce sont les différentes molécules HLA avec leur déséquilibre de liaison. Alors, je terminerai je rappelle la particularité du nasopharynx en Tunisie et en Afrique du Nord, à savoir le pic qu'on retrouve chez les jeunes de 20 ans et qui soulignerait peut-être un profil génétique particulier qui n'a pas été encore mis en évidence ou des facteurs environnementaux spécifiques. Voilà, je finirai par remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Et voilà, merci pour votre attention et je suis désolée si j'ai été trop longue. C'était super. Merci beaucoup. Ta présentation, elle était vraiment... ça nous a mis dans le bain du cancer du nasopharynx en Tunisie, en fait. Même pour moi qui est tunisien, donc j'ai trouvé
beaucoup d'informations super intéressantes. Et ça me mène du coup à cette question fondamentale. Euh, donc, c'est depuis que tu as déjà, Oui, tu as déjà dit oui, que finalement, il y a peut-être un facteur génétique qui n'est pas encore mis tout à fait. en balance. Et dans ta présentation aussi, tu as dit qu'il y a un sexe ratio déséquilibré, plus ou moins. Donc, il y a pour Oui, 3 hommes qui ont le cancer du nasopharynx, une femme est touchée. une femme touchée. Voilà. Et donc, ça m'amène à cette question. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Est-ce que c'est lié vraiment à des facteurs environnementaux, du comportementaux, le tabagisme, donc ce genre de... Voilà, tout à fait. Au départ, on pensait que c'était lié au tabagisme. Bon, après, c'est vrai que le nasopharynx, il est particulier parce que tout dépend aussi du type histologique. Parce que là, on a travaillé sur le nasopharynx type UCNT, c'est-à-dire non différencié. Or, paraît-il, le non différencié est moins lié au tabagisme que le différencié. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce sexe ratio, peut-être l'alcoolisme aussi. Bon, maintenant, il faudrait reprendre peut-être l'étude actuellement parce que je pense que sur le plan, par rapport au tabac, les femmes rattrapent les hommes. Par rapport à l'alcool, bon, il y a quand même encore cette différence. Moi, je pencherais plus sur l'alcool que sur le tabac, franchement. Mais c'est vrai que c'est un terrain à creuser. C'est pas lié au sexe, ça c'est sûr. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à ce sexe ratio. Du coup, une autre question. Quand tu parles de métastase, tu parles souvent de nodules lymphatiques, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des sites spécifiques, préférentiels par rapport aux métastases ou c'est difficile à voir? Cancer du nasopharynx, oui, bon, en fait, les métastases vont aller se loger dans les organes les plus, comment dire, les plus proches. Donc, il peut y avoir des métastases cérébrales ou pulmonaires, mais c'est vrai elles se font beaucoup plus rapidement que les métastases euh, ganglionnaires qu'on retrouve beaucoup plus facilement dans les dossiers médicaux que j'ai rencontrés, je trouve rarement déjà des métastases d'emblée ou même, il y a souvent des rechutes. Euh, mais je vous ai dit, pour les métastases, c'est ça. Je vois des métastases cérébrales, quelques pulmonaires, osseuses, oui. Il peut y avoir des métastases osseuses. Donc, voilà. Ben, et donc, du coup, cette dernière question qui est vraiment là dans l'air du temps, cancer du nasopharynx, situation de Covid. Est-ce que vous commencez à voir des associations? Covid, c'est-à-dire par rapport Covid, en fait, Ouais, par rapport au virus, oui. par rapport au virus. Oui, par rapport au Ah, virus. ça, je peux pas vous répondre. Je peux pas vous répondre. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Tout ce qu'on peut savoir, enfin tout ce qu'on sait, c'est que là, ça fait quelque temps que je suis dans un service d'ANAPAT et que on est face à des tumeurs de plus en plus grosses. Et Okay. ça, c'est vraiment un après-Covid parce que les gens, tout simplement, viennent, consultent beaucoup plus tardivement. Donc, ça a été une catastrophe dans les centres, je pense, de carcino, où les gens se laissent aller parce que voilà, le Covid a pris tellement d'ampleur qu'on a oublié toutes les autres maladies, dont le cancer. Ok, ok, ok. Donc, avant que je donne la parole à Kamel, nous avons une question de Rabi Oujden. Voilà, et donc elle te demande par rapport justement au recrutement des cas témoins. Mhm. Et donc, est-ce que Oui. ça a été seulement fait en fonction du sexe? Donc, tu as dit qu'il y avait plus de volontaires femmes qu'hommes, mais est-ce que l'âge aussi, ça a été pris en considération et tous les autres facteurs de risque tels que le tabagisme, l'alcoolisme, le Oui, oui, régime tout a été alimentaire? pris. Tout à fait. Tout a été pris. En fait, pour les témoins, on s'était adressé au centre des donneurs de sang. Donc, on a demandé des témoins pour une étude, etc. Et oui, on a tenu compte de l'âge, on a tenu compte du sexe, pardon, et évidemment, il y avait tout un questionnaire par rapport au mode de vie des individus, l'origine géographique, etc., pour apparier au maximum les témoins aux patients
mais au départ, c'est-à-dire on avait enfin, on recrutait les patients donc d'une manière sans biais de recrutement, quoi. Et puis les témoins ont été pris et on a apparié en fonction des patients. Merci Hayed. Donc, tu nous as parlé de HLA. Oui. Kamel Bellar travaille à Saint-Louis. Non, je ne suis pas immunologiste du tout. Hein. Moi aussi, ne t'inquiète pas. Bravo pour ce travail, franchement, c'est magnifique. Et, mais j'ai juste des questions de curiosité. Tu as parlé d'une maladie virale, si j'ai bien compris, et immunitaire. Oui. Donc, si j'ai bien compris, il y a une infection virale au début, c'est ça? C'est le BV, c'est ça ou je me trompe? Tout à fait, tout à fait. Et on sait comment ça se passe, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le virus qui s'installe dans le génome, c'est-à-dire, et c'est une induction tumorale grâce à. Est-ce qu'on connaît le mécanisme? C'est-à-dire, on retrouve, c'est-à-dire, comment. Oui, on connaît bien le mécanisme. On va dire que le BV il est constant avec le nasopharynx, donc non différencié, ce que bien indifférencié, voilà, le CNT du cavum. Le mécanisme est vraiment connu. Hein. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais oui, le mécanisme est bien connu et c'est lui qui. C'est un inducteur, en fait, c'est le mot. D'accord. Et c'est un inducteur en fonction, bien sûr, du background génétique qui va plus affecter certains que d'autres. C'est ça l'idée. Et j'ai juste une question, mais vraiment naïve. Tu t'es focalisé sur les cellules NK parce qu'on connaît que la réponse, c'est une réponse NK. Est-ce que c'est plus important que la réponse T, en fait? Voilà, c'est-à-dire, en gros, il y a le polymorphisme classe 1, classe 2, donc c'est clair que la réponse T est importante. Et toi, tu t'es focalisé sur la réponse NK. Est-ce qu'on sait quelle est Est-ce que c'est plus un petit peu une défaillance du système immunitaire des lymphocytes T ou des lymphocytes NK? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on sait un petit peu la part de... Par rapport aux cellules NK, en fait, je vous ai dit... En fait, le polymorphisme HLA induit un répertoire T bien défini. Donc, il est clair que c'est une réponse T qui va être en fonction. Donc, s'il y a une association entre les HLA et la maladie, c'est que clairement, s'il y a une association, je ne sais pas, c'est que clairement la réponse T est importante. C'est-à-dire, on peut faire une corrélation entre la réponse T déficiente. C'est la même chose pour le HLA, j'imagine. Ma question, quelle est la part de la réponse NK et de la réponse T dans cette pathologie? Alors, en fait, je me suis focalisée sur deux molécules HLA, je vous ai dit non classiques, donc qui ne présentent pas réellement de répertoire, sauf le HLAE. Donc, HLAE va représenter un répertoire des HLA classiques. Donc, oui, il va y avoir une réponse donc des autres molécules HLA, et donc les lymphocytes T vont être également sont impliqués dans cette défense immunitaire. Mais là, dans ce travail, c'est vrai que c'était un choix de se focaliser sur la réponse NK parce que ces deux molécules, enfin les HLA non classiques étaient peu étudiés par rapport aux HLA classiques. Ça fait sens, tout à fait. Voilà, c'était uniquement par choix. Et par rapport pour reprendre par rapport à l'EBV, c'est un virus qui est ubiquitaire et qui est comment dire, qui normalement n'est pas méchant, entre guillemets, c'est-à-dire on est tous à la limite BV positif. Je pense qu'il donne ce qu'on appelle la maladie du baiser, donc c'est pas quelque chose de la mononucléose. Donc il n'est pas forcément méchant. Après, comme je vous ai dit, le nasopharynx, c'est tellement, il y a énormément de facteurs de gènes qui sont impliqués que le BV, il est là et dès qu'il trouve l'occasion, il va être induit et c'est comme ça que la carcinogénèse va avoir lieu. Merci. Et encore bravo pour ce travail. Merci beaucoup. Merci à vous.